La réforme qui suivit la paix de Rysvik fut très grande et faite très étrangement. La bonté des régiments, surtout dans la cavalerie, le mérite des officiers, ceux qui les commandaient, Barbezieux, jeune et impétueux, n'eut égard à rien, et le roi le laissa le maître. Je n'avais aucune habitude avec lui. Mon régiment fut réformé, et comme il était fort bon, il fit présent de ses débris à des royaux. Au régiment de Duras, et jusqu'à ma compagnie, fut incorporé dans celui du comte d'Uzès, son beau-frère, dont il prenait un soin particulier. Ce me fut un sort commun avec beaucoup d'autres, qui ne m'en consola pas. Ces maîtres de camp réformés sans compagnie furent mis à la suite d'autres régiments. J'échus à celui de Saint-Maurice. C'était un gentilhomme de Franche-Comté que je n'avais vu de ma vie, dont le frère était lieutenant général et estimé. Bientôt après, la pédanterie qui se mêlait toujours avec la réalité du service exigea 2 mois de présence au régiment à la suite desquels on était. Cela me parut fort sauvage. Je ne laissais pas d'y aller, mais comme j'avais eu diverses incommodités et qu'on m'avait conseillé les eaux savonneuses de Plombières, je demandai la permission d'y aller et y passai 3 ans de suite le temps d'exil à un régiment où je ne connaissais personne, où je n'avais point de troupes et où je n'avais rien à faire. Le roi ne parut point le trouver mauvais. J'allais souvent à Marly, il me parlait quelquefois, qui était chose bien marquée et bien comptée. En un mot, il me traitait bien, et mieux que ceux de mon âge et de ma sorte. Cependant, on remplaça quelques maîtres de camp de mes cadets. C'étaient d'anciens officiers qui avaient obtenu des régiments à force de service et de temps. Je me payais de cette raison. La promotion dont on parlait ne me réveilla point. On n'était plus dans un temps à se prévaloir de dignité ni de naissance, excepté des actions. Et sur le champ, personne n'était distingué de l'ordre du tableau. J'avais trop d'anciens pour songer à être brigadier. Tout mon objet était un régiment, et de servir à la tête, puisque la guerre s'ouvrait, pour n'avoir pas le dégoût de la commencer, pour ainsi dire, aide de camp de Saint-Maurice, et sans troupe. Après avoir été préféré par distinction, en arrivant de la campagne de Neerwinden, pour en avoir un, l'avoir bien rétabli et y avoir, je l'ose dire, commandé avec application et réputation les 4 campagnes suivantes qui avaient fini la guerre. La promotion se déclara, qui surprit tout le monde par le grand nombre. Jamais à beaucoup près il n'y en avait eu de pareil. Je parcourus avidement les brigadiers de cavalerie pour voir si mon tour approchait de près. Je fus bien étonné quand j'en vis 5 à la queue, mes cadets. Leur nom n'est jamais sorti de ma mémoire, et y est toujours demeuré très présent. C'étaient Dourche, Vandeuil, Streff, le comte d'Ayen et Ruffet. Il est difficile de se sentir plus piqué que je le fus. Je trouvais l'égalité confuse de l'ordre du tableau suffisamment humiliante. La préférence du comte d'Ayen, malgré son népotisme, et celle de 4 gentilshommes particuliers, me parut insupportable. Je me tus cependant, pour ne rien faire de mal à propos dans la colère. Monsieur le maréchal de Lorge fut outré et pour moi et pour lui-même. Monsieur son frère ne le fut guère moins. Et par l'inconsidération pour eux, et tel qu'il fut volontiers pour tout le monde, il avait pris de l'amitié pour moi. Tous deux me proposèrent de quitter. Le dépit m'en donnait grande envie. La réflexion de mon âge, de l'entrée d'une guerre, de renoncer à toutes les espérances du métier, l'ennui de l'oisiveté, la douleur des étés à ouïr parler de guerre, de départ, d'avancement de gens qui s'y distinguent, qui s'y élèvent, qui acquièrent de la réputation, me retenaient puissamment. Je passai ainsi 2 mois dans ce déchirement, quittant tous les matins et ne pouvant bientôt après m'y résoudre. Poussé enfin à bout de cet état avec moi-même, et pressé par les 2 maréchaux, je me résolus à prendre des juges à l'avis desquels je me rendrais, et à les prendre en des états différents. Je choisis le maréchal de Choiseul, sous qui j'avais servi, et bon juge en ces matières, monsieur de Beauvilliers, monsieur le chancelier et monsieur de la Rochefoucauld. Je leur avais déjà fait mes plaintes. Ils étaient indignés de l'injustice, mais les 3 derniers en courtisans. C'était mon compte. Ce génie était propre à tempérer leurs conseils, et comme je n'en cherchais qu'un bon qui fût approuvé dans le monde, de gens de poids et qui approchaient du roi, surtout
qui ne fut pas sujet à la légèreté, imprudence ni repentir. Ce fut à cela que je déterminai d'abandonner la décision de ma conduite. Je me trompais. Les 3 courtisans furent du même avis que les 3 maréchaux. Tous me dirent avec force qu'il était honteux et insoutenable à un homme de ma naissance, de ma dignité, qui avait servi avec honneur, assiduité et approbation 4 campagnes à la tête d'un beau et bon régiment, réformé jusqu'à sa compagnie sans raison, demeurer dans une aussi nombreuse promotion et y voir 5 de ses cadets avec la dernière injustice. Recommença la guerre, non seulement sans brigade, mais sans régiment, mais sans troupes et sans compagnie, avec, pour toute fonction, d'être à la suite de saint Maurice, qu'un duc et père de ma naissance, établi d'ailleurs comme je l'étais, et ayant femme et enfants, n'allait point servir comme un haut-le-pied dans les armées, et y voir tant de gens si différents de ce que j'étais, et qui, pis étaient de ce que j'y avais été, tous avec des emplois et des régiments, qu'après une si nombreuse promotion, j'attendrais longtemps un régiment vacant, aboyer des familles et des officiers, encore plus longtemps une brigade, avec tous les dégoûts de la situation où je me trouvais. Que cette injustice faite, mon beau-père et son frère, vivants, maréchaux de France, ducs et tous 2 capitaines des gardes du corps, que pouvais-je espérer quand ils ne seraient plus? Ils ajoutèrent toute la différence de quitter par paresse ou par pis, d'avec quitter par des raisons aussi évidentes, après avoir vu, fait et servi sans distinction, qu'à tout compter il y avait bien loin, et bien des dégoûts et des hasards de fortune à essuyer, entre ce que j'étais et le but qui me retiendrait au service. Outre que l'injustice qui m'était faite me reculait beaucoup, et influait sur le délai de tous les autres pas. En un mot, tous 6, séparément, m'accablèrent des mêmes raisons, comme s'ils les avaient concertées ensemble. Je ne les avais pas pris pour juges pour appeler après de leur décision. Je pris donc mon parti. Mais je crus souvent l'avoir bien pris que je sentais que je balançais encore. J'eus besoin de ma colère et de mon dépit, et de me rappeler encore ce que j'avais vu arriver à monsieur le maréchal de Lorges à la tête de l'armée du Rhin, par les intendants Lafont et Lagrange soutenus de la cour, et au maréchal de Choiseul dans le même emploi, sans compter tout ce qui se trouve à essuyer de ce genre avant que d'arriver au commandement des armées. Près de 3 mois se passèrent dans ces angoisses intérieures, jusqu'à ce que je pusse me déterminer. Finalement, je le fis à la fin, et lorsqu'il en fallut venir à l'exécution, je suivis encore le conseil des mêmes personnes. Je ne laissai point échapper de parole de mécontentement, et content du public et surtout du militaire, sur mon oubli dans la promotion, je le laissai dire pour moi. La colère du roi était inévitable. Ces messieurs m'y avaient préparé, et je m'y étais bien attendu. Oserais-je dire qu'elle ne m'était pas indifférente? Il s'offensait quand on cessait de servir. Il appelait cela le quitter, encore plus des gens distingués. Mais ce qui le piquait au vif, c'était de quitter sur une injustice. Et il le faisait toujours, du moins longtemps, sentir. Mais les mêmes personnes ne mirent jamais de proportion entre cette suite de quitter, qui, après tout, à mon âge, avait son bout, et la honte et le dégoût de servir dans la situation où j'étais. Ils crurent cependant que le respect et la prudence voulaient également tout le ménagement qui s'y pouvait apporter. Je fis donc une lettre courte au roi, par laquelle, sans plainte aucune, ni la moindre mention d'aucun mécontentement, et sans parler de régiment ni de promotion, je lui marquai mon déplaisir que la nécessité de ma mauvaise santé m'obligeât à quitter son service, dont je ne pourrais me consoler que par une assiduité auprès de sa personne, qui me procurerait l'honneur de la voir et de lui faire ma cour plus continuellement. Ma lettre fut approuvée, et le mardi de la Semaine Sainte, je la lui présentai moi-même à la porte de son cabinet, comme il y rentrait de la messe. J'allai de là chez Chamillard, que je ne connaissais point du tout. Il sortait pour aller au conseil. Je lui fis de bouche le même compliment, sans le mêler de rien qui pût sentir le mécontentement. Et tout de suite, je m'en allai à Paris. J'avais mis des gens de plusieurs sortes en campagne, hommes et femmes de mes amis, pour être informés de ce qu'il échapperait au roi. Où que ce fût, sur ma lettre. Je demeurai 8 jours à Paris et ne retournai à Versailles que le mardi de Pâques. Je sus du chancelier que le conseil appelait, et entrant le mardi saint dans le cabinet du roi, qu'il lisait ma lettre, qu'il appela aussitôt après Chamillard,
auquel il parla un moment en particulier. Je sus d'ailleurs qu'il lui avait dit avec émotion « Eh bien, monsieur, voilà encore un homme qui nous quitte », et que, tout de suite, il lui avait raconté ma lettre mot pour mot. D'ailleurs, je n'appris point qu'il lui fût rien échappé. Ce mardi de Pâques, je reparus devant lui pour la première fois depuis ma lettre, à la sortie de mon souper. J'aurais honte de dire la bagatelle que je vais raconter si dans la circonstance elle ne servait à le caractériser. Quoique le lieu où il se déshabillait fût fort éclairé, l'aumônier de jour qui tenait à sa prière du soir un bougeoir allumé le rendait après au premier valet de chambre, qui le portait devant le roi venant à son fauteuil. Il jetait un coup d'œil tout autour et nommait tout haut un de ceux qui y étaient, à qui le premier valet de chambre donnait le bougeoir. C'était une distinction et une faveur qui se comptaient, tant le roi avait l'art de donner l'être à des riens. Il ne le donnait qu'à ce qui était là de plus distingué en dignité et en essence, extrêmement rarement à des gens moindres, en qui l'âge et les emplois suppléaient. Souvent il me le donnait, rarement à des ambassadeurs, si ce n'est aux nonces, et dans les derniers temps à l'ambassadeur d'Espagne. On ôtait son gant, on s'avançait, on tenait ce bougeoir pendant le coucher, qui était fort court, puis on le rendait au premier valet de chambre, qui à son choix le rendait à quelqu'un du petit coucher. Je m'étais exprès peu avancé, et je fus très surpris, ainsi que l'assistance, de m'entendre nommer, et dans la suite je lus presque aussi souvent que je l'avais eu jusque-là. Ce n'était pas qu'il n'y eût à se coucher force gens très marqués à qui le donner, mais le roi fut assez piqué pour ne vouloir pas qu'on s'en aperçût. Ce fut aussi tout ce que j'eus de lui 3 ans durant, qu'il n'oublia aucune bagatelle, faute d'occasion plus importante, de me faire sentir combien il était fâché. Il ne me parla plus. Ses regards ne tombaient sur moi que par hasard. Il ne dit pas un mot de ma lettre à monsieur le maréchal de Lorges, ni de ce que je quittais. Je n'allais plus à Marly, et après quelques voyages, je cessai de lui donner la satisfaction du refus. Il faut épuiser ses misères. 14 ou 15 mois après, il fit un voyage à Trianon. Les princesses avaient accoutumé de nommer chacune 2 dames pour le souper, et le roi ne s'en mêlait point pour leur donner cet agrément. Il s'en lassa. Les visages qu'il voyait à sa table lui déplurent parce qu'il n'y était pas accoutumé. Les matins, il mangeait seul avec les princesses et leurs dames d'honneur. Et il fit une liste lui-même, et fort courte, des dames qu'il voulait le soir, et l'envoyait à la duchesse de Lude chaque jour pour les faire avertir. Ce voyage était du mercredi au samedi. Ainsi 3 soupers. Nous en usâmes. Madame de Saint-Simon et moi, pour ce Trianon-là comme pour Marly, et ce mercredi que le roi y allait, nous fûmes dîner chez Chamillard à l'étang, pour aller de là coucher à Paris. Comme on s'allait mettre à table, Madame de Saint-Simon reçut un message de la duchesse de Lude pour l'avertir qu'elle était sur la liste du roi, pour le souper de ce même jour. La surprise fut grande. Nous retournâmes à Versailles. Madame de Saint-Simon se trouva seule de son âge, à beaucoup près, à la table du roi, avec mesdames de Chevreuse et de Beauvilliers, la comtesse de Gramont et 3 ou 4 autres espèces de duègnes favorites ou dames du palais nécessaire, et nulle autre. Le vendredi, elle fut encore nommée, et avec les mêmes dames, et depuis, le roi en usa toujours ainsi au rare voyage de Trianon. Je fus bientôt au fait, et j'en ris. Il ne nommait point Madame de Saint-Simon pour Marly, parce que les maris y allaient de droit quand leur femme y était. Ils y couchaient. Et personne n'y voyait le roi que ce qui était sur la liste. À Trianon, liberté entière à tous les courtisans d'y aller faire leur cour à toutes les heures de la journée. Personne n'y couchait que le service le plus indispensable. Pas même aucune dame. Le roi voulait donc marquer mieux par cette différence que l'exclusion portait sur moi tout seul, et que Madame de Saint-Simon n'y avait point de part. Nous persévérâmes dans notre assiduité ordinaire sans demander pour Marly. Nous vivions agréablement avec nos amis, et Madame de Saint-Simon continua de jouir à l'ordinaire des agréments qui ne se partageaient point avec moi, et que le roi et que Madame la duchesse de Bourgogne avaient commencé longtemps avant ceci à lui donner, et qui s'augmentèrent toujours. J'ai voulu épuiser cette matière de suite qui, par rapport au caractère du roi, a sa curiosité.